Je reçois aujourd'hui sur Géopolitique profonde, dans le monde réel, un prince capétien, descendant de Louis XIV, Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme. Il est président d'honneur de l'association Louis XVI, ainsi que du Mémorial de France à Saint-Denis. Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme est un prince engagé, soutien aux Gilets jaunes, aux agriculteurs en colère. Il fait barrage aux artistes modernes qui défigurent le patrimoine et les châteaux de France, comme Jeff Koons à Versailles. Il signe un livre manifeste en 2016, Le bon sens au pouvoir. Vous êtes sur Géopolitique profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Quel générique, on ne s'en lasse jamais. Montjoie Saint-Denis, à bas la Macronie. Ça, c'est une des images, il y en a de multiples et on va peut-être le décortiquer ou en tout cas en revoir les éléments saillants avec l'invité du jour. Auparavant, je vous rappelle, chers internautes, chers téléspectateurs, le magazine de Géopolitique profonde. C'est-à-dire, c'est un magazine qui va vous permettre d'approfondir les meilleures signatures de ceux que vous avez dans les débats, que vous avez dans le monde réel, que vous avez de toute façon dans les grands débats de Géopolitique profonde. Et dans l'ensemble de nos émissions, ils approfondissent les grands concepts qui sont les leurs. Ce magazine est un magazine mensuel. Il y a tout l'intérêt, pour tous ceux qui nous suivent, de s'y abonner. Voilà. Je me tourne vers l'invité du jour. Bonjour Monseigneur et bienvenue sur Géopolitique profonde dans le monde réel. Merci Monsieur Stocker pour votre invitation. Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme, un grand nom qui a fait l'histoire, et on va y revenir un instant. L'histoire d'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, il semble, on regarde ce générique, dans une espèce de double injonction contradictoire. Vous qui êtes serviteur du peuple, c'est ça. C'est ça, hein. Les Bourbons, ils le sont depuis de nombreuses générations maintenant. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait à votre peuple aujourd'hui ? Cette pression terrible d'un président de la République qui dit « nous sommes en guerre » et son mentor qui nous explique qu'il ne faut pas avoir peur. Je pense qu'on lui fait peur pour mieux le manipuler. Et son mentor nous explique qu'il ne faut pas avoir peur parce que de toute façon, nous sommes trop nombreux, donc il va falloir faire de la place aux autres. Je pense que c'est un couple qui fonctionne très bien, l'un avec l'autre, pour avancer dans un avenir qui, pour moi, est néfaste au bien commun, à la France que j'aime, aux Français que j'aime et à ce pays qui, pour moi, est l'un des plus beaux pays du monde. On pourra en reparler, je pourrais en parler pendant des heures de la France, mais bon. Mais c'est le plus beau pays du monde et aujourd'hui, il est à la dérive. Il est à la dérive et ça me navre, ça me navre. Il est même défiguré parfois, on a l'impression. Mais s'il n'y avait que ça. Est-ce qu'on le reconnaît encore ? Mais encore, hier, la flèche de la cathédrale de Rennes, qui est en Rouen. feu, de Rouen, pardon, merci, qui est en feu, on se demande, mais qui sont ces entreprises qui réparent les toits de nos églises ? Même le Parlement au Danemark a brûlé parce qu'on réparait son toit. Enfin, je sais, il y a peut-être un business à reprendre, parce que là, il y a vraiment des gens qui ne savent pas ce qu'ils font, ou alors ils savent ce qu'ils font, je ne sais pas. Est-ce que c'est pas le signe aussi de quelque chose ? C'est pareil, Notre-Dame en feu, c'était... Alors, ce qui avait clôturé l'épisode des Gilets jaunes, on va en reparler d'ailleurs. Mais alors, pour moi, il y a plusieurs choses qui, à travers ma petite vie, m'ont marqué. Il y a eu l'explosion de la navette spatiale au décollage. Il y a eu l'attaque des tours jumelles à New York. Il y a eu le feu de Notre-Dame. Ça, ce sont des éléments, je pense que tout le monde se souvient où il était
au moment précis où il a appris la nouvelle. C'est vrai. Et oui, ça ne va pas dans le bon sens, tout ça. Donc, moi, j'aimerais qu'on puisse se souvenir des moments précis de bonheur qui ont comblé notre vie. Alors, évidemment, il y en a, mais pas aussi marquants que cela. Je disais, un prince capétien, mais vous n'êtes pas le seul, même si vous avez une descendance directe, par exemple, avec Louis XIV, par le père en fils, hein, c'est bien ça. Est-ce que, déjà, vous pouvez nous dire, en quelques mots, dans l'ordre dynastique, on va dire, alors, la position qui est la vôtre? On va déjà dire un petit peu par rapport à la France d'où je viens. Allons-y. Alors on peut commencer très loin, on peut parler de Hugues Capet, qui était notre premier roi, qui a été élu, voilà, il faut le dire aussi, c'est un roi élu. La monarchie, à l'origine française, était élective. Voilà. Et pour pas qu'elle se disperse, c'est allé en une monarchie dynastique de père en fils. Alors Hugues Capet, il y a Saint-Louis, il y a Henri IV, il y a Louis XIV, on va un petit peu plus près, il y a Charles X, frère de Louis XVI, le comte de Chambord. On peut penser aussi au duc d'Enghien, assassiné dans les fossés de Vincennes. Tout ça sont mes aïeuls. Et c'est une lourde charge. Une lourde charge. On est avec un nom, on ne choisit pas. Et pourtant, on vit avec toute sa vie. Et je crois que c'est pareil pour tout le monde. Alors ça, c'est pour le côté français. Alors on peut le côté européen. Oui, bien sûr. Je descends aussi de Philippe V d'Espagne. Je descends de le Christian IX de Danemark. Alors ça, c'est intéressant. On parlait de Danemark tout à l'heure, vous voyez. Christian IX, on l'appelle le beau-père de l'Europe, car il avait un fils qui est devenu roi de Danemark, un fils Frédéric, un fils Georges qui est devenu roi de Grèce, une fille qui est devenue duchesse de Cumberland, ça c'est bien déjà, mais une autre fille Alexandra qui est devenue reine d'Angleterre, une autre fille Dagmar qui est devenue tsarine, la mère de Nicolas II, et le petit dernier, Valdemar, qui est mon arrière-grand-père, qui a épousé Marie d'Orléans, la sœur du duc de Guise, mon arrière-grand-mère. Voilà, ça, c'est pour le côté un peu européen. Et puis, si on revient un peu plus près, on peut parler du Robert, duc de Parme, qui a eu 24 enfants. Alors, d'un premier lit, 12 enfants, il est veuf, il se remarie et il a de nouveau 12 enfants. Alors, c'est une époque où les enfants vivaient difficilement leur jeunesse, donc je crois qu'il y en a 8 à peu près qui meurent un peu prématurément. Mais de tous ces enfants, il y a Zita, impératrice d'Autriche-Hongrie, il y a Félix qui devient duc du Luxembourg, le grand-duc du Luxembourg, il y a René, mon grand-père, qui a une fille qui s'appelle Anne qui épouse le roi de Roumanie, Anne de Roumanie, et voilà cette grande famille dont je suis issu. Et pour l'Europe, pour nous, est quelque chose qui existe depuis longtemps déjà. Monseigneur, ça m'inspire deux questions, une drôle et puis une peut-être beaucoup moins drôle. On va commencer par la drôle. Est-ce que ça vous arrive, certains le font dans des familles, des cousinades? Parce qu'alors, si vous, entre cousins, cousines, j'ai envie de dire que vous pourriez faire de magnifiques cousinades. Et mon fils a entrepris il y a 2 ans de reprendre le mail de tous les cousins pour essayer de les réunir. Il faut savoir que la dernière réunion de famille Bourbon-Parme a eu lieu avant la Première Guerre mondiale, et elle a eu lieu à Chambord, qui était le château des Bourbon-Parme, et depuis, rien. Alors on se retrouve évidemment en famille pour les mariages, les enterrements et des choses comme ça, mais on n'arrive pas à réunir tout le monde. Mais mon fils continue à travailler pour réussir à réunir tout ce monde-là dans une année ou 2, mais si ça date depuis avant la Première Guerre mondiale, on a encore le temps de nous retrouver tous. Parce que c'est ça l'Europe, la seule Europe qu'on connaisse. En effet, il y a là un maillage dynastique de familles qui sont extrêmement proches. Ça, c'est le premier aspect. Mais moi, je pense que finalement, le grand moment qui a vu saper finalement cet ordre, c'est la Première Guerre mondiale. Et des cousins qui se font la guerre. Parce que c'est ça, hein, entre le tsar, l'empereur... Mais c'est surtout la politique qui initie la guerre. Mais ils ont tenté de faire la paix aussi. Et le sang n'a pas réussi à l'empêcher. La politique a un pouvoir assez important. Le sang n'a pas réussi à l'empêcher. Par la suite, oui, l'empereur Charles, qui hérite de la guerre, fait tout pour la stopper. D'ailleurs, avec ses cousins, parce qu'ayant épousé Zita de Bourbon-Parme, avec ses cousins Bourbon-Parme en France, il tente de faire la paix avec la France
Il dit qu'il va influer pour que l'Alsace et la Lorraine reviennent à la France. On est en 1916. Et puis, bon, le gouvernement français, oui dire de ces tentatives de paix, et dit « stop le tout », ce qui nous amène à 2 ans de guerre de plus, 2 millions de morts de plus, le traité de Versailles, qui nous amène directement à la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a aussi eu, on peut dire que la famille peut-être ne s'entendait pas toujours, mais elle a aussi tenté, maintes fois, de conserver la paix. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on est tous cousins ? C'est parce qu'avant de faire des mariages, on faisait des alliances. Oui. Et dans la famille, on dit « vaut mieux une alliance qu'une mauvaise guerre ». Bien sûr. Et alors, cette Europe de Bruxelles, l'Europe qu'on nous conçoit aujourd'hui, elle n'a strictement rien à voir avec cette Europe, l'Europe dont on vient de parler. Alors j'ai un Premier ministre, que je ne citerai pas, qui m'a invité à déjeuner une fois, qui voulait parler de l'Europe avec moi. Alors j'ai été déjeuner à Matignon, la cantine est excellente, et on a commencé à parler de l'Europe, et je l'ai interrompu, et je lui ai demandé, mais de quelle Europe vous voulez parler ? De la mienne ou de la vôtre ? Et ce sont 2 choses bien différentes, vous avez raison de le dire. L'Europe d'aujourd'hui, moi qui fais des études aux États-Unis, je voyais il y a plusieurs années une Europe un peu fédérale, où chacun faisait un peu sa sauce chez lui et chapeauté par la façon dont l'Europe a évolué depuis. Je me suis ravisé et je suis consterné de voir l'Europe d'aujourd'hui. Bien sûr. Vous parlez des États-Unis, ça tombe bien. Vous avez, vous commencez votre vie c'est bien normal en France. Je vis en France jusqu'au baccalauréat. Voilà, jusqu'au baccalauréat. Et alors, vous partez, vous décidez, vous allez y rester en plus pendant 10 ans, vous partez aux États-Unis. Ça, c'est pas commun. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, cela ? Alors, je passe mon baccalauréat l'année où le président Mitterrand est élu. D'accord. Et mon père m'envoie faire mes études aux États-Unis. Voilà, c'était aussi simple que ça. Et j'y reste 10 ans. J'ai eu mon service militaire au milieu de tout cela, où j'ai fait un service militaire. Ce qui est étonnant pour un Capétien d'être un appelé du contingent. Absolument. C'est vraiment un héritage révolutionnaire. Ma génération sommes les premiers Bourbons à avoir été appelés sous les drapeaux. Avant cela, entre la loi d'exil, etc., les Bourbons n'étaient pas appelés sous les drapeaux. Alors on allait en tant que légionnaire, sous un autre nom, ou on allait sous les drapeaux. Mon père était allé, mais sous un autre nom, c'était Bourdon. Bourdon. Voilà. Et donc, les Bourbons ont été sur tous les champs de bataille pour créer la France ou défendre la France depuis que la France existe. Alors oui, j'ai fait mon service militaire, 3e régiment de hussards en Allemagne, où il y avait encore le mur de Berlin, donc j'ai pu aller à Berlin surveiller le mur. C'est assez cocasse quand on explique ça à la génération d'aujourd'hui, mais ça a été un moment intéressant de ma vie que je ne regrette absolument pas. Et je pense que c'était une ânerie de stopper le service militaire, mais on en parlera peut-être une autre fois. Alors vous avez commencé seconde classe, puis allemand, parce que vous n'avez pas pu avoir, comme on aurait pu imaginer au regard de votre rang, sous-officier, aspirant ou je ne sais quoi encore. Et vous avez terminé maréchal des logis. Ah, c'est pas un maréchal de France, mais bon. Non, alors ma mère se plaignait en disant, ma mère étant Breuil, se plaignait que chez les Breuil, il y a beaucoup de maréchaux de France. Ah oui. Et je lui dis qu'en sortant de service militaire, je dis, voilà, je suis maréchal des logis. Donc finalement, c'est pas si mal. C'est pas si mal. On revient quand même peut-être aux États-Unis. 10 ans, vous y avez fait peut-être plus que des études. Oui, alors il ne m'a pas fallu 10 ans pour avoir un diplôme. Merci, monsieur Stocker. Oui, alors j'ai passé un MBA en business avec une spécialisation en marketing et en biologie marine. Et puis fort de ça, j'ai travaillé dans les différentes entreprises. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai créé une entreprise, etc., etc. Et à un moment, je suis resté 3 ans... Vous êtes un prince moderne, vous travaillez. Est-ce qu'un prince, ça doit travailler ? Alors, je vais vous faire une confidence. Ma branche... j'ai eu un grand-père qui avait un vice, celui du jeu. Monsieur André Citroën pourrait vous en parler. C'était une époque où on jouait des grosses fortunes.
Et j'ai eu un grand-père qui a plus qu'un peu, dilapidé sa fortune. Donc la branche, ses enfants ont dû travailler. Mon père a travaillé pour vivre. J'ai travaillé pour vivre. Et ça, c'est une bonne formation. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de politique sans avoir traîné un peu ses guêtres dans l'entreprise, savoir ce que c'est qu'obtenir des marchés, savoir ce que c'est que de perdre des marchés. Et quand vous avez des employés qui, autour de vous, cette équipe qui travaille, en laquelle on travaille ensemble pour le bien de l'entreprise, et quand il faut faire des investissements lourds qui mettent en péril l'entreprise, tout ça, c'est des choses importantes. Et on apprend beaucoup de cela. Et je pense que on aurait aimé que nos premiers ministres actuels aient travaillé un peu dans leur vie. Justement. Mais s'il n'y avait que lui. Oui. Aux États-Unis, les hommes politiques, en général, font fortune et ensuite ils font de la politique. En France, ils font de la politique et ensuite ils font fortune. Cherchez l'erreur. Oui, cherchez l'erreur. Donc, vous avez travaillé. Qu'est-ce qu'il en est ressorti et qu'est-ce que vous en avez tiré de cette expérience de 10 ans aux États-Unis, dans le Nouveau Monde, vous qui venez, qui êtes même l'incarnation de l'Ancien Monde, si j'ose dire? Alors ça m'a été très confortable parce que le nom de Bourbon aux États-Unis ne fait penser qu'à une seule chose, c'est au whisky. Et donc ça m'a donné une liberté d'être moi-même et de vivre sans, on va pas dire le poids de l'histoire, mais souvent le devoir que cela impose en France est un peu lourd à porter. Et là, j'ai eu une liberté, ça m'a permis d'être moi-même, et ça m'a permis peut-être d'avoir cette énergie qui fait que, tout en ayant appris à vivre aux États-Unis et le côté un peu téméraire des Bourbons-Parme, d'être qui je suis aujourd'hui. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.